Quand on voyait Karrion Kross faire son entrée avec Scarlett Bordeaux du côté de NXT il y a quelques années, on pouvait imaginer des gros succès à venir pour lui à la WWE. Il tatanait ses adversaires, ne perdait jamais, avait une des meilleures entrées. Mais si vous faites un bond dans le temps et que vous voyez tout chevelu, sans match majeur en Premium Live Event depuis des mois, dans un rôle secondaire à Monday Night Raw, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette dégringolade? On se retrouve sur Johnny Catch, plongé dans l'étrange parcours de celui qui aime se présenter comme un chevalier de l'apocalypse. Vous apprendrez entre autres comment Vince McMahon l'avait complètement raté au point de le virer en 2021. Le contexte très étonnant de son mariage avec la belle Scarlett Bordeaux, mais aussi comment une bagarre dans un bar lui avait permis de travailler dans des clubs à Las Vegas, et même comment il a peut-être été le catcheur le plus dominant de l'histoire de NXT. I'm humiliated. Et pour votre information, ce que vous allez voir maintenant, c'est un documentaire un peu différent des autres sur la chaîne. Votre nouveau rendez-vous du vendredi. Mais n'ayez pas peur, une vague de documentaires habituels va déferler sur vous tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le parcours apocalyptique de l'étrange Karrion Kross, c'est parti. L'histoire de Karrion Kross commence le 19 juillet 1985 à New York, le jour de sa naissance, en sachant que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en le voyant et en apprenant aussi son vrai nom, qui est Kevin Kezar, son vrai nom n'est pas Karrion Kross, il a des origines portoricaines. Alors, il n'y a pas du tout de consonance latino a priori dans son nom, mais il est bel et bien donc d'origine portoricaine, en tout cas, il a des ancêtres dans la famille qui le sont. C'est à signaler qu'il il est certes né à New York, mais il a vécu une partie de sa vie, et encore dans le présent, à Las Vegas. Et si on parle un peu de sa vie personnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, il vient d'une famille où la bagarre était assez commune, surtout parce qu'il avait des boxeurs et même des lutteurs dans ses ancêtres. Il fait d'ailleurs 1m93 pour 120 kg, donc quand on apprend tout ça, on se dit, lui, la bagarre, ça le connaît, et puis surtout, il a un gabarit qui, a priori, quand on connaît les goûts de Vince McMahon, le patron de la WWE pendant de longues années, il aurait en tout cas le look assez larger than life et suffisamment intimidant et massif pour plaire, en tout cas dans les standards classiques de la WWE. Mais il s'est pas tout de suite dirigé vers le catch, figurez-vous, même si on va quand même d'abord parler de la chose que je trouve la plus marquante peut-être dans sa vie personnelle, et qu'on a même vu dans le ring des années plus tard, c'est le fait qu'il est en couple avec Scarlett Bordeaux. Alors Scarlett Bordeaux, c'est son nom dans la fiction, on va dire, son vrai nom c'est Elizabeth Chiaya, et ce qui est particulièrement notable dans ce couple, c'est qu'ils se sont mariés en avril 2022 dans un lieu très étonnant, tenez-vous bien, ils se sont mariés sur un glacier en Alaska. Vous vous rendez compte quand même, s'unir dans un contexte pareil, je trouve que ça en dit quand même long sur leur personnalité et leur originalité, on va dire. En tout cas, avant de se diriger vers le catch, figurez-vous qu'il a étudié l'économie, la psychologie et la sociologie à l'université Thomas Wayne, qui était une université de sciences politiques. On peut signaler aussi qu'en termes de petits jobs avant de se consacrer pleinement à sa passion du catch, le plus notable est celui de garde du corps, et la manière dont il est devenu est assez amusante. Accrochez-vous bien, anecdote quand même assez originale je trouve. Alors figurez-vous qu'il était dans un bar un soir, et il était habillé tout en noir, parce qu'il a dit lui-même que c'était un peu son style pendant des années, parce qu'il était fan de métal, vous savez, la musique un peu comme le hard rock on va dire, et un soir, un type est venu l'embrouiller, un type qui était complètement bourré a priori, et une bagarre a démarré dans laquelle il a eu l'occasion de montrer un peu son talent dans la bagarre, ce qui s'explique aussi par ses ancêtres, et il a tapé dans l'œil ce soir-là d'un vigile, un vrai vigile, qui lui a demandé s'il voulait pas avoir un job, donc de garde du corps, en tout cas dans la sécurité, ce qu'il a accepté, et on peut dire qu'il a fait une petite carrière dans le domaine donc de la sécurité, puisqu'il sera vigile, il sera garde du corps, et il travaillera même dans des clubs à Las Vegas, ce qui est quand même un sacré parcours avant la WWE et avant le catch pour lui. Mais un jour, il avait des discussions avec des collègues à lui, et il se rendait compte que son vrai job de rêve, son vrai rêve de sa vie, on va dire, n'est pas d'être dans le domaine de la sécurité à Las Vegas, mais bel et bien de tenter le catch. Et c'est donc dans cette impulsion-là qu'il va aller à une école de catch à Las Vegas pour tenter sa chance, parce que ça coûte rien. Et là, il est donc dans un lieu qui pour lui va être une révélation.
il va y aller 5 à 6 jours par semaine, se rendre compte que c'est ça qu'il doit faire dans sa vie. Et figurez-vous qu'il sera d'ailleurs formé par un certain Disco Inferno qui est un ancien de la World Championship Wrestling. Donc il a eu la chance de côtoyer un vrai professionnel qui s'y connaissait en termes de catch et qui l'a formé. Et tout ça est allé très vite puisque dès l'automne 2014, il débutait déjà à la fédération Future Stars of Wrestling. On peut dire qu'à partir de là, le grand parcours initiatique de Karrion Kross, même si dans les Indies, son nom était très souvent Killer Kross plutôt, Karrion Kross ce sera vraiment à la WWE qui l'adoptera ce sobriquet, et donc son parcours initiatique commence à l'automne 2014 et va durer pendant quasiment 6 ans en réalité, avec des choses notables, hein, notamment des passages à la Global Force Wrestling, à Impact Wrestling, à Lucha Underground. Donc on remarque, comme souvent dans les catcheurs qui vont sur le circuit indépendant, qu'il est un peu un globe-trotter, qu'il a voyagé un peu partout dans le monde pour catcher et se faire un nom. Et il va plutôt réussir, hein, il aura assez de succès, suffisamment en tout cas pour taper dans l'œil dans la WWE en 2020. Et on peut quand même aussi signaler de choses assez remarquables dans son parcours, qu'à l'été 2018, ça aura son importance pour la suite, tenez-vous bien, ne l'oubliez pas, qu'il avait débuté un nouveau personnage qui s'appelait le White Rabbit. Alors, lapin blanc donc, ce qui fait tout de suite penser à Alice au Pays des Merveilles. Et ça aura son importance pour la suite, vous allez voir. Après, un match qui a marqué les esprits des fans, en tout cas sur le web, ce serait celui en avril 2019 contre Davey Boy Smith Jr. à Game Changer Wrestling. Et donc, tout ce parcours lui a permis de vraiment se faire la main dans le catch. Et une chose qui est quand même assez peu connue pour Karrion Kross, c'est qu'avant d'officiellement signer dans la plus grande fédération de catch au monde, il était déjà apparu à Monday Night Raw, figurez-vous. C'était en février 2015, donc à peine quelques mois après le début de sa carrière, hein, et il avait fait équipe avec Darren Young contre les adversaires de The Ascension. Alors il n'y avait même pas eu de match en réalité parce qu'il avait été attaqué avec Darren Young avant même qu'il débute, mais bon, c'est quand même marrant de se dire que 5 ans pile avant de signer à la WWE, il y était déjà apparu et on était loin de s'imaginer toute la suite. En tout cas, on doit quand même savoir que son catch se caractérise par pas mal de prises de soumission et surtout une vraie influence du MMA dans son style de manière générale. Et ça, on peut aussi l'expliquer par ses ancêtres notamment. Le fait est qu'après donc 6 années de parcours initiatique, il a tapé dans l'œil notamment de Triple H, hein, celui qui a géré NXT pendant des années, et il était désormais prêt, début 2020, à conquérir la WWE. On est en février 2020 quand Karrion Kross, qui désormais s'appellera Karrion Kross et non plus Killer Kross, ça pour votre information, c'est bien lui qui a eu l'idée de ce nom, même si certains ont pu le critiquer en disant « Ouais, Killer Kross, c'était bien mieux », mais en réalité, c'est lui-même qui a fait ce choix-là. En tout cas, le fait est qu'après avoir signé, va y avoir des vignettes mystérieuses diffusées du côté d'NXT, qui installent un peu son univers, son identité, très originale, hein, c'est vrai, ça c'était indéniable, et sa première grosse interaction dans le ring, sa première grosse action, on va dire, c'était d'attaquer Tommaso Ciampa. Et à partir de là, on peut dire qu'il a vécu ce qui serait peut-être 1 an et demi environ d'une montée en puissance immense du côté d'NXT, clairement, parce que il va enchaîner les victoires après donc un premier match officiel à NXT en mai 2020. Il ne fait que gagner, il est invaincu et invincible jusqu'à ce qu'il finisse par toucher au titre principal de NXT en battant un certain Keith Lee donc à NXT TakeOver 30 Triple X. C'était fin août 2020, donc rendez-vous compte, il a débuté donc dans le ring en mai, il a signé en février, et fin août, il était déjà le visage de NXT. Donc on peut vraiment considérer qu'il avait vraiment beaucoup d'ambition autour de lui, en tout cas que les officiels plaçaient beaucoup d'espoir en lui pour faire ça, parce que c'est pas anodin de faire gagner quelqu'un sans arrêt, de le présenter comme vraiment très 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 fort, et de lui donner donc la ceinture principale de cette promotion-là, même si, évidemment, c'est le centre de formation de la WWE, hein, en quelque sorte. Mais bon, c'est quand même pas rien, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, en sachant que Keith Lee lui-même était aussi considéré comme un des gros noms de NXT à cette époque. Donc, c'était pas anodin de le battre. D'ailleurs, je dois dire que j'avais plutôt apprécié personnellement ce match, en particulier, et ça, on va en parler,
les gros points forts de Karrion Kross, hein, surtout à NXT. C'était son entrée qui est épique. Rendez-vous compte qu'il y avait une sorte de créature qui volait sur l'écran du Titantron en noir et blanc et finissait par arriver pour au final se retrouver dans le ring dans un éclairage assez rouge avec une musique très dynamique et apocalyptique. C'est vraiment le cas de le dire parce qu'il y avait notamment les paroles Fall and Pray, donc tomber et prier, qui revenaient beaucoup. Le tout accompagné par sa femme dans la vraie vie, Scarlett Bordeaux. Tu te disais, on a un couple qui nous sort tout droit de l'apocalypse, là, avec une sacrée entrée. Et puis surtout, il avait quand même, je trouve, hein, personnellement, quand il était donc avec le crâne rasé à l'époque, musclé, bon c'est sûr que c'était peut-être un look un peu générique. Le côté, ça rappelle un peu d'ailleurs Stone Cold Steve Austin en réalité, hein, le côté crâne rasé avec un bouc. Et donc le tout est pas non plus le look le plus original, mais pour autant je trouve que ça lui allait bien et qu'il était intense, surtout quand on le voyait catcher, même si certains pouvaient trouver ça parfois peut-être pas assez spectaculaire, notamment quand il étranglait des adversaires avec sa croche jacket, qui était donc une prise de soumission, mais en soi, ça reflétait quand même beaucoup de domination dans le ring. Et le fait est que il a donc enchaîné les victoires et tout se passait bien pour lui, hein, à ce moment-là. Il gagne donc contre Keith Lee, mais là, coup de tonnerre, alors qu'il vient d'être champion, à peine quelques jours plus tard, il se rend compte, enfin c'est ce qui est arrivé pendant son match contre Keith Lee, qu'il est blessé à l'épaule. Et là, pour lui, c'est quand même un gros coup d'arrêt dans sa carrière, en tout cas on pourrait le croire, parce qu'il va devoir rendre son titre vacant juste après l'avoir gagné. Mais est-ce que pour autant la WWE a laissé tomber, on va dire, ses ambitions autour de Karrion Kross? Non, on peut dire que non, parce que quand il reviendra de sa blessure, il regagnera le titre NXT contre Finn Balor en avril 2021 à l'événement Stand and Deliver. Donc on peut se dire, c'est quand même très bon signe, parce que souvent, vous savez, on a déjà vu des exemples de catcheurs qui se sont blessés au mauvais moment et qui après avaient perdu leur spot. C'est pas le cas pour Karrion Kross. Et donc, là, on peut se dire, ça y est, il est prêt pour le roster principal. Triple H et, on va dire, l'équipe de NXT a clairement placé une fusée, on va dire, sous les fesses de Karrion Kross pour le conduire tout droit vers le sommet. Et on pouvait s'imaginer plein de belles choses pour le roster principal, surtout que franchement, je trouve personnellement qu'en termes de gabarit, en termes d'intensité, en termes d'entrée, de présentation générale, qu'il aurait largement sa place, en tout cas dans cette version-là de lui-même, aux côtés de grands noms qui dominaient la WWE à l'époque, et je pense en particulier à un certain Roman Reigns, qui, d'ailleurs ça coïncide un peu, la victoire de Karrion Kross donc contre Keith Lee pour le titre, ça coïncide un peu avec le retour de Roman Reigns en tant que Tribal Chief à la WWE, et toute sa, on va dire, sa période, son règne, on va dire, du côté d'NXT pendant un sacré bout de temps. On peut considérer que il aurait pu être peut-être un adversaire idoine pour Roman Reigns le moment venu. Mais vous allez vous rendre compte que la réalité du roster principal sera complètement différente de tout ce qu'on aurait pu imaginer. I'm humiliated. On est le 19 juillet 2021 et c'est le grand jour pour Karrion Kross. C'est en plus son anniversaire et ça y est, il va débuter dans le roster principal officiellement. Et là, personnellement et probablement dans la tête de Karrion Kross aussi, on pouvait se dire, ça y est, je suis encore champion NXT, ce qui était quand même très particulier, débuter dans le roster principal alors que t'es encore champion NXT, alors c'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez rare, et là, rien ne va se passer comme il l'aurait prévu. En tout cas, si on regarde les faits, c'est quand même un décalage complet par rapport aux catcheurs dominants qu'on a vu à NXT pendant des mois. Donc à ce moment-là, on est donc à l'été 2021, Monday Night Raw. Il est champion depuis plusieurs mois, en sachant que s'il n'avait pas eu sa blessure, il serait peut-être dans le même règne depuis quasiment un an. Et alors qu'il est donc invaincu, qu'il est surpuissant depuis des mois, il arrive et il catch contre un certain Jeff Hardy. Vous savez, Jeff Hardy, idole de la génération Catch Attack, et à ce moment-là, pas vraiment dans le prime de sa carrière, hein, même si respect total à la légende qu'il est, mais à cette époque, il servait surtout à mettre en avant des jeunes catcheurs, lui, et ça va pas être le cas pour Karrion Kross pourtant, parce qu'en moins de 2 minutes, c'est quand même hallucinant, rendez-vous compte, moins de 2 minutes,
il va perdre, alors certes de manière litigieuse, hein, c'était pas une victoire 100% clean et dominante, mais il va quand même perdre contre Jeff Hardy. Pour son premier match en plus, hein, parce que vous savez, en général, on l'a vu plein de fois, quand un catcheur débute, il doit gagner, il doit accumuler du momentum, enchaîner les victoires pour rester fort et rester crédible, et surtout représenter un adversaire, on va dire, légitime, pour aller affronter des plus gros noms à la WWE. Mais là, c'était pas du tout la stratégie adoptée par Vince McMahon pour Karrion Kross. C'est à se demander d'ailleurs si cette défaite n'était pas un message envoyé à Triple H. Quand on connaît la suite, c'est largement, on va dire, possible. Pourquoi? Parce que, rendez-vous compte qu'à peine quelques mois plus tard, Vince McMahon et son bras droit, on va dire, Bruce Pritchard, vont s'occuper d'NXT et le renommer NXT 2.0 en changeant complètement la politique globale du club école de la WWE pendant des années, qui était jusqu'à présent sous l'influence de Triple H, une brand où il y avait surtout des catcheurs qui venaient du circuit indépendant, des profils souvent assez, on va dire, pas le style que Vince McMahon aime le plus, en tout cas la plupart. Mais pour autant quand même très dynamique, très virevoltant et très acrobatique en général, avec souvent plein de matchs qui ont vraiment beaucoup diverti les fans pendant des années, hein, du côté des NXT. Mais en tout cas, c'était peut-être pas du goût de Vince McMahon, qui va reprendre un peu le flambeau à l'automne 2021, et d'ailleurs ça donnera un peu l'impulsion pour la suite, pour un Braun Breaker par exemple, et un profil donc peut-être un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir à NXT. Le fait est que on peut peut-être considérer que cette défaite donc expéditive contre Jeff Hardy était peut-être un message de Vince pour dire à Triple H, moi, ces catcheurs que tu me ramènes d'NXT, je les comprends pas, je les aime pas, ça va pas du tout, bientôt je reprends tout en main, tu fais n'importe quoi avec NXT. Et c'est quand même pas absurde de considérer ça, hein, vous trouvez pas? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais bon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Karrion Kross n'a pas très mal vécu, en tout cas sur le moment, il a adopté une attitude totalement professionnelle, alors peut-être qu'il le sentait au fond de lui, mais il ne l'a pas exprimé aux officiels, et ça lui vaudra d'ailleurs d'être applaudi par ses collègues en revenant du match, parce que les gens ont considéré qu'il s'était pas plaint, qu'il avait fait le job, alors qu'il est quand même le champion invaincu de NXT. Il aurait pu considérer que c'était indigne pour lui de faire ça, et pourtant il l'a fait sans broncher. Et ça lui a donc valu le respect de ses collègues. Par la suite, ce qui va caractériser ces premières semaines dans le roster principal du côté de Monday Night Raw, c'est un booking qu'on peut appeler donc le booking du 50-50, entre lui et Keith Lee par exemple, qui retrouvent donc, après leur premier face-à-face du côté d'NXT, qui avait vraiment rien à voir, ils étaient tous les deux dans des versions bien différentes, et donc pendant une petite période, il va catcher en étant le champion NXT, mais avec, on va dire, un manque de stabilité et de régularité dans les victoires et les défaites. En tout cas, son titre, il va pas le garder non plus très longtemps, parce que à peine donc en août 2021, à la fin du mois, donc un gros mois après ses débuts à Raw, il va perdre le titre NXT contre Samoa Joe au TakeOver 36. Et à partir de là, ce qui est vraiment assez choquant quand on regarde Karrion Kross à cette période, c'est qu'on a l'impression que Vince McMahon s'est dit « ça peut pas durer, je vais absolument briser la version qu'il était depuis qu'il est arrivé donc à NXT », et s'est mis à complètement le changer en termes de look. Alors tenez-vous bien, alors que pourtant, je trouve personnellement qu'il n'y avait aucun problème en termes de look depuis qu'il était donc à NXT. Vince McMahon va se dire, c'est pas bon, il faut qu'il soit, alors le mot anglais c'est marketable, en gros, qu'il ait peut-être des produits dérivés qui puissent découler de son look, comme des jouets, comme des t-shirts, comme des accessoires. En gros, on a l'impression que Vince McMahon s'est peut-être dit en le voyant qu'il y avait un manque non seulement d'objets ou de choses qui puissent vendre avec lui, et peut-être aussi un manque d'identité, parce que là, il lui a tout simplement inventé une identité pour le rendre à ses yeux plus marketable, donc, et peut-être plus attractif pour les fans. Alors que pourtant, il n'y avait pas vraiment eu de soucis jusque-là, au niveau de son look. Il avait eu du succès à NXT, les fans semblaient l'apprécier, et par contre, ils vont massivement rejeter son nouveau look. C'était quoi donc son nouveau look? Alors tenez-vous bien, non seulement élément méga important, quand il débute à Raw, et pendant toute sa première période à Raw, il est tout seul. Il n'y a plus de Scarlett Bordeaux avec lui.
Et ça, c'est quand même une énorme erreur, à mes yeux en tout cas, de pas le mettre avec elle, alors que leur alchimie et leur association étaient un des gros points forts de Karrion Kross. Donc là, il se retrouve seul, et surtout, on va lui foutre une sorte de casque de chevalier sur la tête, ce qui peut ressembler à la fois à un masque et à un casque, et des sortes de lanières en cuir rouge qui forment un X sur son torse, et donc on a vraiment l'impression qu'il est devenu le chevalier Karrion Kross. Et ça sort un peu de nulle part, hein. Tu te demandes mais pourquoi ils lui font ça? Il faut savoir que lui-même révélera plus tard qu'il a détesté son nouveau look. Bon, il est quand même resté professionnel et a fait ce qu'on lui a demandé, mais on a l'impression en fait qu'il a eu un itinéraire un peu similaire à celui de Keith Lee, qui était lui déjà dans le main roster depuis plus longtemps que lui, hein, depuis l'été 2020 plus précisément. On a l'impression que c'est un peu kiff-kiff entre Keith Lee et Karrion Kross, parce que tous les deux arrivent avec un momentum énorme de NXT, et tous les deux se trouvent face à un Vince McMahon qui semble ne pas du tout les aimer comme ils sont, ne pas du tout, on va dire, comprendre leur délire, en quelque sorte, ou leur identité, et qui veut à tout prix créer quelque chose de totalement nouveau, et réparer quelque chose qui n'était pas du tout cassé. En tout cas, tout ça était vraiment négatif, hein, dans la carrière de Karrion Kross, et semblait mener à rien, hein. Il n'y avait pas de vrai momentum pour lui, purement en termes de performance dans le ring, en termes de victoire, ni en termes de look. Ça semblait aller nulle part, et ça s'est confirmé parce que, malgré donc quelques victoires par-ci par-là, il sera quand même viré en novembre 2021. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'était la fin de sa carrière à la WWE? C'est ce qu'on va voir dans l'épilogue. Soyez rassurés, l'aventure de Karrion Kross à la WWE ne s'arrête pas sur ce fiasco, cette expérience complètement ratée à partir de l'été 2021. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment donc où il n'est plus à la WWE, il se dit qu'il va retourner dans le circuit indépendant et refaire ses preuves en quelque sorte, en sachant qu'il était confiant, et surtout sa femme, Scarlett, était confiante qu'à force d'être donc à leur niveau, en tout cas à leur meilleur niveau, la WWE finirait par les rappeler. D'ailleurs, Karrion a dit que Scarlett lui disait ça tous les jours. Et elle a été en quelque sorte un peu visionnaire, hein, cette Scarlett. Puisque on avance dans le temps et on va à l'été 2022, dans un contexte bien différent à la WWE, et là, il fait bel et bien son retour à la WWE, et on peut considérer que c'est vraiment sous l'impulsion d'un gros changement interne dans la plus grosse fédération de catch au monde, lequel, tout simplement, on va dire, la prise de pouvoir de Triple H, justement, dans le domaine créatif à la WWE, suite au scandale lié à Vince McMahon. Vous savez, il s'est retrouvé dans des scandales liés à des femmes dont il aurait acheté le silence après des sortes d'agressions sexuelles, en tout cas selon le Wall Street Journal. Le fait est qu'il n'était plus donc, on va dire, comme au même poste qu'il a été pendant des années, et que c'était Triple H qui, lui, prenait une autre dimension, en quelque sorte, à cet été-là. Et Triple H, étant fan de Karrion Kross, comme on l'a vu du côté d'NXT, s'est dit, parmi tous ceux qu'il a fait revenir à cette période-là à la WWE, que Karrion Kross devait absolument être de retour à la WWE. Et il le sera donc. Et là va commencer un drôle de parcours pour lui, je trouve. Parce que, si tu regardes la manière dont il débute, il faut savoir qu'il va attaquer Drew McIntyre, qu'il est même apparu pendant un match entre Roman Reigns et Drew McIntyre. D'ailleurs, on aurait pu croire qu'il avait peut-être une rivalité à venir contre Roman Reigns à cette période, qui est, je vous le rappelle, à ce moment-là, au cœur de son règne historique. Donc c'était la plus grosse rivalité qu'il pouvait avoir, c'était contre Roman Reigns, hein, à cette période-là. Donc pour lui, c'était quand même très, on va dire, intéressant de se retrouver mêlé à la rivalité, en quelque sorte, entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Donc, dans un premier temps, il va se concentrer sur McIntyre, et vous allez voir que la suite de son parcours ne va pas du tout être à la hauteur de ce qu'on pouvait purement imaginer à ce moment précis. Malgré le teasing de la feud contre Roman Reigns, elle n'aura jamais lieu. Il aura par contre une rivalité, effectivement, contre Drew McIntyre, qui le mènera à une victoire contre l'Écossais à Extreme Rules, quelques semaines après ses débuts, donc dans un strap match, même si il perdra à Crown Jewel contre Drew McIntyre dans un Steel Cage. Donc pas non plus la rivalité la plus valorisante pour Karrion Kross.
Le fait est qu'il avait d'ailleurs, pour l'anecdote, débuté à SmackDown, donc fin août 2022, contre un autre Drew Gulak en l'occurrence, et surtout ce qui est notable, c'est qu'il y avait des rumeurs à l'époque sur des associations éventuelles avec le regretté, PSP à son âme, Bray Wyatt. Pourquoi? Parce que donc, comme vous le savez sans doute, à l'automne 2022, Bray Wyatt aussi va faire son grand retour à la WWE sous l'impulsion de Triple H, et à ce moment-là, il y avait des rumeurs de ce qui finira par arriver, hein, effectivement, mais pas comme on l'avait peut-être imaginé à cette période, de former une sorte d'équipe autour de Bray Wyatt, les Wyatt Six, les fameux Wyatt Six, et il y avait des rumeurs comme quoi Karrion Kross pouvait en faire partie, étant donné qu'il avait été le White Rabbit sur le circuit indépendant à une époque, et qu'il y avait effectivement un lapin blanc dans les, on va dire, les différentes petites vidéos qui étaient associées au retour à venir de Bray Wyatt. On aurait pu imaginer ça, mais finalement, ça n'aboutira pas vraiment, comme vous verrez par la suite. En tout cas, après, ce qui caractérise son parcours, c'est rien de vraiment très notable par la suite, malheureusement pour lui. C'est pour ça que c'est un drôle de parcours, parce que tu te dis, à NXT, Triple H l'adorait et lui a fait vraiment une montée en puissance énorme. Après, quand il revient donc dans l'ère Triple H, tu te dis, il est tout de suite mêlé à la feud entre Drew McIntyre et Roman Reigns, il est mêlé donc à un gros nom du roster, tu te dis, lui, tôt ou tard, il va catcher pour les titres principaux, mais pas du tout. En fait, tenez-vous bien, il aura une feud contre Rey Mysterio, il en aura une contre AJ Styles plutôt vers le milieu de l'année 2023, et après une absence de plusieurs mois, on le reverra début 2024 pour former une nouvelle équipe avec les Authors of Pain et Paul Ellering qui s'appellera The Final Testament. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font avec Karrion Kross à cette période? C'est un peu comme si, à partir du moment où il est revenu, après quelques semaines peut-être de vente fraîcheur et d'intérêt, qu'il est totalement tombé dans le mid-card des shows, sans se rendre intéressant et attractif pendant des mois, puisque les feuds entre lui et Rey Mysterio et celle contre AJ Styles n'a pas vraiment abouti à des grandes choses pour lui, et il se retrouve à être cantonné en quelque sorte, à partir de début 2024, à la division par équipe. Alors autant, ça lui a quand même permis de se renouveler, notamment en étant bien plus chevelu. Ça, c'était une des premières choses qu'on remarquait à son retour, c'est qu'il n'était plus donc avec le crâne rasé. Pour l'anecdote d'ailleurs, il avait fait ça parce qu'un réalisateur de film le lui avait demandé pour donc tourner dans un film pour le cinéma, et Karrion Kross a accueilli ça comme une bénédiction, hein, parce que il avait envie de changer un peu, mais pour autant je trouve que personnellement, en plus son cheveu a poussé, je trouve que moins ça lui a réussi, parce que là, clairement début 2024, il est totalement un des seconds noms, on va dire, un des catcheurs pas vraiment très importants à la WWE. Alors il a certes formé une nouvelle équipe, mais rien de vraiment très notable, parce que tenez-vous bien, il y a quand même une statistique qui ne trompe pas. Tenez-vous bien qu'à part le Royal Rumble, il n'a pas eu de match en Premium Live Event jusqu'à une participation à la Battle Royale de SummerSlam en 2023, et après, il en a eu donc plus aucun en 2023, ni en 2024, sauf, le Royal Rumble. Mais est-ce que ça compte vraiment ça? Parce que quand t'as 30 noms et que tu vois le roster, tu te dis, bah, quasiment tout le monde est dans le Rumble, ça vaut pas grand-chose. Le seul match en PLE qu'il a eu, et donc ça reflète bien sa rétrogradation dans la hiérarchie, hein, je trouve, c'était un match, un six-man tag team Philadelphia Street Fight à WrestleMania 40 contre le clan de Bobby Lashley avec Montez Ford et Angelo Dawkins. D'ailleurs, il faut savoir que Karrion Kross était fan de Bobby Lashley pendant des années et qu'il était très honoré, malgré les apparences, hein, parce qu'il donnait l'impression en gros de créer une rivalité basée sur du réel entre eux, mais en réalité, il a avoué qu'il était en fait un fan de Bobby Lashley. Bref, à part donc ce match à WrestleMania où il y a enfin une participation à un PLE, il n'a pas été en PLE, enfin quasiment pas été en PLE, après, on va dire, ces matchs contre Drew McIntyre. En tout cas, des matchs 1 contre 1, c'est quand même ça, en gros, le standard pour vraiment juger si quelqu'un est vraiment important à la WWE, il n'en a pas eu. Donc, quand même, c'est à se demander qu'est-ce que Karrion Kross va faire par la suite, quel avenir il va avoir. Et ça s'est même empiré, parce que tenez-vous bien, après un passage, enfin plutôt un transfert
du côté de Monday Night Raw à partir du printemps 2024. Il va avoir un peu tout et n'importe quoi hein, du côté du show rouge, notamment une feud avec le New Day. Alors, chose quand même à remarquer, qui est peut-être la chose la plus intéressante autour de Karrion Kross en tant que leader du Final Testament, c'est qu'on a l'impression qu'il est un peu souvent l'avocat du diable et un peu la mauvaise conscience pour peut-être des babyface qui sont peut-être un peu tiraillés et qui peuvent éventuellement aller vers le côté obscur et que Karrion Kross les fait tous évoluer, on dirait. C'est un peu sa spécialité, comme il a plus ou moins fait avec The Miz. Mais bon, c'est quand même assez faiblard. Et en février 2025, ça l'est encore plus inquiétant tout ça. Pourquoi ? Parce que tenez-vous bien, les Authors of Pain et Paul Ellering sont virés de la WWE. Donc là, le Final Testament, c'est lui et Scarlett Bordeaux, hein, avec des looks qui n'ont rien à voir avec comment ils étaient à l'époque d'NXT. Et là, l'avenir est quand même assez confus autour de lui. Pour conclure, donc, on pourrait dire qu'il est donc dans une situation où on a un peu tourné en rond avec lui depuis qu'il a re-signé avec la WWE. Après des débuts très prometteurs, on a l'impression qu'on n'a pas su quoi faire avec lui et qu'il a tenté au mieux de se renouveler, alors qu'il n'avait peut-être pas forcément besoin. Hein. Quand tu vois comment il était à NXT, il n'y avait qu'à faire un copier-coller. Et pourtant, ils l'ont pas fait. Très 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 bizarre, très 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 étonnant. Et donc, on peut vraiment être inquiet pour lui parce qu'on se dit, à moins de quand même revenir aux sources et revenir à un couple dominant avec Scarlett Bordeaux, que là, le Final Testament, ça semble en tout cas voué à ne rien donner de très important dans le roster principal. Mais bon, pour autant, on doit quand même dire que le potentiel est là, que tout reste possible à la WWE, on sait jamais. Ça se trouve, ce licenciement, c'était peut-être le petit coup de pouce dont il avait besoin pour à nouveau avoir le spotlight que pour lui et briller à nouveau comme il l'a déjà fait. Et l'avenir nous dira si Karrion Kross a fini par être à la hauteur de toutes les promesses qu'il pouvait susciter ou s'il a été un gâchis de plus à la WWE. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Karrion Kross. Comme on a pu le voir, on peut dire qu'il a eu un drôle de parcours depuis son arrivée à la WWE. Il semblait promis à un avenir brillant avant d'être complètement raté dans un premier temps, puis de revenir avec beaucoup d'espoir, pour au final végéter dans le mid-card en faisant du mieux qu'il peut pour se démarquer. Espérons en tout cas que son heure viendra, et qu'il ne restera pas un de ces catcheurs au potentiel gâché. Quoi qu'il en soit, j'ai un débat à vous proposer. Selon vous, quelle serait la meilleure façon de se servir de Kross à Monday Night Raw ? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous commencez à en prendre l'habitude maintenant, mais chaque vendredi, je vous propose un documentaire concept sur une superstar actuelle. C'est un format différent, comme vous l'avez vu, de ce que vous trouvez dans nos documentaires habituels, qui, ne vous inquiétez pas, continuent et vont continuer encore à gogo, j'ai envie de vous dire, notamment un sur R-Truth la semaine prochaine, qui devrait beaucoup vous intéresser. Et dites-moi aussi sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire vendredi prochain. Ce serait intéressant de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et de partager nos ressentis parce que c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon, allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!